Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier et nous sommes le jeudi 8 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de l'épisode du jour sera « Elles ont tué le match et maintenant, eh bien, elles achèvent les joueurs ». Les « elles », vous l'avez compris, ce sont les banques centrales. Alors évidemment aujourd'hui, ça va être la thématique centrale, principale, incontournable, puisque la BCE se réunit et la conférence de presse de Monsieur Draghi à 14h30 sera le point d'orgue de cette journée, de cette semaine boursière. Alors quand je dis que les banques centrales ont tué le match, je vais d'abord commencer par parler un petit peu du stade où se déroule le match. Les banques centrales, depuis 2008-2009, injectent de la fausse monnaie dans les marchés au prétexte de rendre service à l'économie, au prétexte de relancer l'inflation, la croissance et de réduire le chômage. On avait l'exemple avec la Banque centrale du Japon depuis 1990 que ces politiques ne fonctionnaient pas, pourtant elles ont été adoptées, poursuivies, amplifiées. Et aujourd'hui encore, on est toujours dans ce système d'injection, de fabrication d'argent fictif. Alors les banques centrales sont-elles complètement stupides ? On pourrait le penser quand on écoute les critiques de nombreux économistes, et y compris les nôtres. Sauf que je ne pense pas que les banquiers soient stupides. Quand un banquier central français est issu de Polytechnique, ENA, Inspection des finances et des cabinets ministériels, on n'est probablement pas bête comme un bulot. Sauf que ce que font les banques centrales apparaît stupide. Elle apparaît stupide à nos yeux, aux yeux de 99% des personnes qui ne tirent pas grand bénéfice de l'action des banques centrales et de l'impression de fausse monnaie. En revanche, les 1%, voire les 0,1%, tout au sommet de la pyramide, eux, en tirent des bénéfices considérables. Et du point de vue de ces 1% ou de ces 0,01%, l'action des banques centrales n'est pas du tout stupide. Elle est même diaboliquement efficace. Car à quoi aboutit-on ? Pas au redémarrage de la croissance, pas au redémarrage de l'inflation, pas à la résorption du chômage. On assiste au transfert de la richesse des classes moyennes, puis des classes moyennes aisées, vers les 1, voire les 0,1%. J'essaie d'emprunter une image un peu triviale. Donc je vous parlais du stade de France. Imaginons une grande rencontre internationale. Le stade est complet, 80 000 personnes. Quand d'un seul coup le stade se vide, il faut envoyer des bus, des trams, des rames de RER supplémentaires. C'est-à-dire que pendant, une heure, il faut vraiment mettre des moyens importants. Ces moyens importants, c'est le quantitative easing. Quand il y a une crise boursière, soudain, il faut mettre de l'argent. Il faut empêcher le chaos. Et puis une fois que la poussière retombe, à ce moment-là, on remet le trafic normal pour les bus, les trams, les RER. Si les banques centrales, une fois que le coup de chaud est passé, continuent de faire tourner les bus et les rames de RER et les trams comme si on était à la sortie de match durant toute la nuit, à ce moment-là, c'est pas du tout pour aider les supporters, c'est-à-dire l'économie réelle. C'est pour permettre aux chauffeurs de toucher des heures supplémentaires, et puis surtout aux pompistes qui alimentent les bus de s'enrichir. Et les pompistes ne sont pas bien nombreux. Par rapport aux 80 000 spectateurs du stade, on en revient effectivement à cette proportion de 1% contre 99%. Maintenant, le titre c'est « Les banquiers centraux ont tué le match, maintenant ils tuent les joueurs ». Je vous ai déjà présenté cette parabole d'une banque centrale qui joue le rôle d'arbitre. Alors d'un côté, il y a l'équipe marché, de l'autre côté, il y a l'équipe économie réelle, et la banque centrale n'arrête pas de siffler des pénaltys au profit de l'équipe marché et de balancer des cartons rouges contre les joueurs de l'équipe économie réelle, même s'ils n'ont pas commis de faute, parce que de toute façon, il suffit à un joueur de l'équipe marché de se rouler par terre et immédiatement, on a droit à un carton rouge. Les banques centrales ont donc
tué le match, à force de siffler des pénaltys toujours pour les mêmes. Et maintenant, ils sont en train également de tuer les joueurs. Parce que, à force, il n'y a plus de match, donc il n'y a plus d'acheteurs, plus de vendeurs. Le seul acheteur qui reste sur le terrain, eh bien, c'est la Banque centrale, au travers de ces relais qui sont, comme vous le savez, les banques systémiques, qui dépendent de la Banque centrale pour leur survie. Mais la Banque centrale dépend également de la vie des banques systémiques pour ajuster sa politique monétaire. Mais comme il n'y a plus de volume maintenant sur les marchés, eh bien ça devient problématique pour les banquiers, pour les assureurs et pour tous les intermédiaires financiers. Et d'ici la fin de l'année, si les volumes ne redémarrent pas, on va commencer à voir mourir pas mal de joueurs. Dans l'économie réelle, on a vu, et j'en avais fait une chronique lundi, on a vu mourir le 7e armateur du monde, Hanjin. Mais avant lui, 3 autres petits armateurs avaient fait faillite. Donc là, voilà, encore des joueurs dans l'économie réelle qui sont en train de capoter. Les prochains joueurs qui pourraient avoir des problèmes, eh bien, ce sont également les banques qui prêtent aux étudiants, qui prêtent aux acheteurs de 4x4 et qui prêtent de l'argent à court terme pour permettre à des Américains pauvres de finir leur fin de mois. Et là, nous voyons cette extraordinaire concordance. 1200 milliards de prêts étudiants, avec un taux de défaut aujourd'hui qui tourne maintenant autour de 15 à 20%. Nous avons plus de 1000 milliards de plastique-monnaie, d'argent en crédit revolving pour finir la fin du mois. Là, je ne parle pas de prêts à long terme qui sont peu risqués. Là, je vous parle de véritables prêts court terme subprime. Et puis enfin, il y a les plus de 1000 milliards de prêts au secteur automobile, enfin non, aux acheteurs d'automobiles. Et là aussi, on est exactement dans la même configuration que les subprimes. On prête de l'argent à des gens insolvables et dont le bien qui pourrait être saisi a une valeur inférieure à ce qui pourrait être appelé en garantie en cas de demande de remboursement ou de défaut sur un prêt. Si on fait le compte actuellement, nous avons une triple bulle de crédit d'une taille de 3300 à 3500 milliards de dollars. Cette bulle, elle est en train d'exploser. Alors doucement, pour l'instant, ce n'est pas un grand bang comme on l'a eu avec Bear Stearns ou Lehman en 2008, mais sachez que là aussi, ça commence à sentir très mauvais. Donc, les banques centrales ont tué le match. Elles ont carrément tué le match économique, puisque les économies aujourd'hui ne redémarrent pas, mais on voit que pèse sur elles encore plus de mauvaises dettes qu'il y a 8 ans. Et bah, les joueurs c'est vous, c'est nous. Ce sont la plupart des agents économiques, ceux qui font la vraie richesse. Et vous avez en face eh bien, des intermédiaires financiers qui eux aussi commencent à voir eh bien, leur champ d'activité se réduire très fortement. Et donc lorsqu'il n'y a plus de match et qu'il n'y a plus de joueurs, eh bien, on peut dire qu'on est arrivé à la fin de quelque chose. Et les banquiers centraux aujourd'hui, eh bien, leur seul rôle va consister à essayer de nous faire croire que ce n'est pas terminé, mais regardez bien autour de vous et vous comprendrez que la situation n'est pas celle que les banques vous décrivent.